Code de soins actuel au Québec. La maladie de Lyme peut être évitée et peut se traiter. Si vous pensez avoir été piqué par une tique, veuillez consulter immédiatement un médecin et CanLyme. www.canlyme.org. Je vous invite à lire ce bulletin émis par Santé Canada en octobre 2012. Le bulletin canadien des effets indésirables, volume 22, numéro 4, Santé Canada. Ce bulletin mentionne que les tests ELISA et Western Blot ne seraient pas fiables. Les résultats des tests sérologiques devraient être utilisés comme un supplément au diagnostic clinique. Parenthèse, pour la suite du texte, voir le lien ci-haut, fermez la parenthèse. Ces tests seraient les premiers outils dont font usage les médecins pour diagnostiquer la maladie de Lyme. Combien de Québécois auraient la maladie de Lyme et ne recevraient pas les soins adéquats, faute de mauvais diagnostics faux négatifs? Combien de malades verraient encore et encore leur santé se détériorer en raison de diagnostics erronés? Souvent, des diagnostics qui seraient émis sans véritable test par les médecins qui eux-mêmes ne connaîtraient pas clairement les symptômes complexes de la maladie de Lyme. Ou encore, combien se feraient dire que leurs problèmes seraient d'ordre psychologique? Ou encore, combien de ces personnes souffrant se feraient placarder comme hypochondriaques? Combien de malades auraient contaminé d'autres individus faute d'avoir les informations justes relatives à ces maladies à caractère bactérien? Prouverait-on le contraire? Ayant téléphoné mercredi le 28 novembre à EMA Québec, on m'a dit que les gens diagnostiqués Lyme sont interdits de donner leur sang. Je leur ai dit que j'ai passé 2 tests au Québec qui se sont avérés négatifs, alors qu'aux États-Unis, dans la même période, le résultat de mon test fut positif. Les personnes responsables au téléphone semblaient embarrassées. Alors, on me répondit, si vous prenez des antibiotiques et que vous avez encore des symptômes, vous ne devez pas donner votre sang. Mais comment les médecins du Québec pourraient dire que j'ai des symptômes? Ne faudrait-il pas être capable de les identifier à prime abord? Nous avons vu des médecins spécialistes de toutes disciplines et aucun nous a diagnostiqué Lyme. De surcroît, j'ai Babesia non diagnostiqué au Québec, interdiction de donner du sang, et Bartonella. À EMA Québec, suite à une piqûre de tique, on s'en tiendrait à 6 mois d'abstinence avant de pouvoir redonner de son sang si pas de symptômes ni prise d'antibiotiques. Combien de personnes passeraient des tests de Babesia au Québec, interdiction de donner du sang, malgré des diagnostics cliniques positifs provenant des États-Unis et ici, dont on nie notre État? Combien de personnes auraient donné du sang en ignorant qu'ils donnaient un cadeau empoisonné? Serait-ce un scandale du sang en latence? Est-ce qu'il y aurait des études canadiennes qui prouveraient le contraire? Aux États-Unis, on s'évertue à donner une série de mesures pour contrôler la situation problématique. Il est prouvé qu'une femme enceinte et porteuse de borréliose, Lyme, peut contaminer son fœtus, alors pourrait-on en dire moins pour la contamination du sang? L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Serait-ce qu'une des principales raisons pour laquelle nous n'aurions pas les soins adéquats est le protocole de traitement qui ne reconnaît pas la chronicité de la Lyme, dont certaines compagnies d'assurance ne défraient pas les coûts médicaux? Le protocole IDSA ne reconnaît pas la chronicité de la maladie de Lyme. L'antibiothérapie est de courte durée, plus ou moins de 4 semaines. Si des symptômes persistent, on traiterait pour d'autres maladies. Il a été prouvé par des chercheurs de membres de l'ILAD, Dr Eva Sapi et autres, que le protocole de l'IDSA, appliqué tardivement, ne ferait que repousser les spirochètes dans les tissus plus profonds et sous d'autres formes plus résistantes aux antibiotiques. Le protocole ILAD reconnaît la chronicité de la maladie de Lyme. L'antibiothérapie est d'une durée d'au moins 6 semaines. Si l'antibiothérapie est commencée aussitôt qu'une personne est piquée, alors il y a de fortes chances que la maladie se résorbe. Si des symptômes persistent, on prolongera l'antibiothérapie, pouvant aller sur plusieurs années en visant les symptômes de Lyme et ses co-infections. Ce fut ma situation. De cette façon, le traitement cible ces maladies. Par ce fait, on ne laisserait pas la chronicité qui s'installerait en niant cette réalité qui serait de l'existence de ces maladies au Québec. Plusieurs Québécois ont vu améliorer leur santé avec ce traitement suivi aux États-Unis. D'autres cas vécus.
Une mère de famille et ses 2 enfants ont été piqués en 2006 au Mont-Saint-Hilaire. La réalité de tous les jours d'un malade de Lyme au Québec. Je cite. Un mardi de plein air s'est fait piquer vers 1985 par 4 à 5 tiques alors qu'il faisait la piste des Appalaches au nord-est du Maine à partir du Vermont. Un climat plus ride que celui de l'Estrie. Des tiques, 4 ou 5 furent enlevés sous la peau. Les cicatrices sont encore visibles 30 ans plus tard. Il y a eu un rash, érythème non typique. Les symptômes ont commencé graduellement, sournoisement, sur 5 ans, avant que je m'inquiète très sérieusement. Car je savais bien par les revues de plein air que cette maladie existait. Ce n'était pas pour moi, dit-il. J'ai hanté les urgences et les cabinets de spécialistes à la recherche de diagnostic au Québec. Je dirais 20 spécialistes au minimum, scanners divers et j'en passe, et j'ai donc coûté très, très cher au système. Tous les symptômes de la maladie de Lyme y étaient, incluant la rage de Lyme, mais pas d'arthrite. Personne au Québec ne connaissait cette maladie qui, à ce moment, était virtuelle et s'attrapait sur Internet, que je n'avais pas d'ailleurs. Un chercheur en microbio, le docteur Michel Bergeron, avec un infectiologue universitaire, aurait d'abord établi un diagnostic clinique au Québec. Parenthèse, mais cela 9 ans plus tard, beaucoup trop tard, fermez la parenthèse. Bien que le test ELISA réalisé à Ottawa soit négatif, j'ai eu quand même droit à la doxycycline pour 2 mois. C'est le traitement standard multiplié par 4. Mais je n'ai pas eu le Western blot canadien. Donc, officiellement, je n'avais pas eu la maladie de Lyme. Les symptômes se résorbent alors momentanément et recommencent, mais en moins aigus 1 an plus tard. Peu à peu, je me retrouve en incapacité de travailler. Infections en répétition, opérations, etc. Problèmes neurologiques nombreux, mais diffus. Détresse morale, perte de facultés cognitives, retraite prématurée, perte des assurances et des privilèges d'emploi, et j'en passe. Un véritable enfer. kenlyme.org, heureusement, me réfère aux États-Unis. Un médecin généraliste spécialisé dans les maladies transmises par les tiques aux États confirme, elle aussi, un diagnostic clinique de la maladie de Lyme. 2 tests, Western blot, par le labo IGNS, approuvés aux États-Unis, confirment une infection de borréliose. Mais devant les coûts importants, je me fais suivre au Québec avec un protocole faiblard et inadéquat. J'y perds 2 ans. Maintenant, traité agressivement depuis 4 ans, les symptômes particuliers de la borréliose sont tous disparus. Subsistent encore ceux d'une co-infection opportune parasitale à babésiose. Mais encore une fois, les médecins québécois, même les spécialistes, n'ignoraient et ne connaîtraient absolument pas les symptômes de cette infection. Il n'y a pas de test fiable de disponible, donc ils seraient incapables de la diagnostiquer cliniquement. Leur réaction? C'est quoi ça? Et ils consultent les sites maintenant bien dépassés de santé publique et ceux de l'IDSA qui sont poliment dans les choux. On a cherché bien souvent à me faire passer pour hypochondriaque. Malheureusement, pour ces pseudo-experts et spécialistes québécois, je fais du trekking dans les marais des Everglades jusqu'à la ceinture dans l'eau boueuse, avec des serpents venimeux, des alligators et des moustiques énormes, bien agressifs, et tout cela en buvant de l'eau douteuse. Ne serait-il donc pas tout à fait incrédible, eux, qui chercheraient bien vite à étiqueter leurs malades pour se disculper à la vitesse éclair de la castonguette de leur refus de connaître. Fin de la citation. Le risque de contracter la maladie de Lyme est beaucoup plus élevé en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Québec et au Manitoba. Les oiseaux migrateurs dispersent les tiques sur l'ensemble du territoire canadien. Par conséquent, il est possible de contracter la maladie de Lyme dans toutes les provinces canadiennes. Les zones à risque précises varient chaque année d'une région à une autre, car la répartition des tiques reste imprédictible. Plus qu'on tarde à poser un diagnostic, plus les maladies s'incrustent et deviennent chroniques. Afin de protéger la population québécoise, ne serions-nous pas en droit de savoir et de recevoir les soins adéquats pour arrêter cette épidémie? En raison de leur multiplication suite au réchauffement climatique, n'est-ce pas que les médecins québécois devraient être rapidement, extensivement informés sur la maladie de Lyme et les autres maladies transmises par les tiques?
N'est-ce pas qu'il devrait y avoir une liste des médecins qui seraient informés, affirmant connaître la maladie de Lyme et accepteraient de traiter adéquatement la maladie de Lyme dans toutes ses phases, y incluant la phase chronique? Le Collège des médecins se devrait-il d'intervenir pour diffuser ouvertement l'information complète, y incluant celle provenant de l'ILAD? Ne devrait-il pas aussi cesser de pourchasser les médecins qui connaissent la maladie de Lyme en appliquant le protocole ILAD avec des antibiotiques à long terme? Une clinique spécialisée dans la maladie de Lyme, y incluant sa phase chronique, devrait être établie sans délai comme cela est bien entrepris en Colombie-Britannique. Une véritable campagne de sensibilisation devrait être lancée afin que la population sache que si les tiques de l'État de New York, nos voisins, ils sont effectivement responsables de plus de 4000 nouveaux cas de maladie de Lyme à chaque année, il serait plutôt incroyable que ces tiques, depuis plus de 45 ans, n'aient pas traversé la frontière canadienne, si étanche qu'elle soit. Les études ciblant infection par les tiques sur le terrain devraient être étendues dans toutes les régions du Québec en utilisant toutes les ressources déjà en place et en mettant en contribution les vétérinaires et les entomologistes enrôlés dans tous les programmes. Identifier géographiquement toutes les tiques et les animaux et les patients infectés trouvés au Québec et en publier la carte. Émettre des avertissements d'infection dans l'ensemble des parcs et des zones là où l'infection présente un certain risque. La Montérégie est officiellement déjà classée comme une zone endémique pour la maladie de Lyme. La présence des oiseaux migrateurs venant du sud dans le corridor du Richelieu, transportant des tiques infectées, en est le véhicule principal. Pourrait-on croire un seul instant, même en oubliant tous les autres oiseaux, que la région de Victoriaville, avec ses 200 000 oies blanches de Bideford, de Plaisance, de Danville, de la côte sud du fleuve Saint-Laurent, de la rive nord du fleuve, etc., en serait miraculeusement exemptée? Dans tout le Québec, on ne peut en aucun cas, logiquement, se restreindre à une petite, minuscule superficie de 92 km décrétée par une seule étude des souris à pattes blanches, un des vecteurs de la maladie de Lyme, de la borréliose. Il est aussi notable qu'on trouverait maintenant des tiques infectées jusqu'en Arctique, en Europe et en Alaska, et que les tiques y survivraient sur les animaux à fourrure. L'intérêt du public est en cause. Puis-je considérer que l'information sur l'épidémie, une des plus importantes en Amérique du Nord, en serait restreinte? Je pose la question. Est-ce que des médecins et leur organisation auraient un grand intérêt financier à ne pas revoir des milliers de diagnostics erronés ou laissés en blanc, alors que de nombreuses personnes souffriraient dans l'ignorance? Cette maladie, étant complexe, requiert un diagnostic clinique, des tests et consomme beaucoup de temps de la part du système médical. Les maladies ne seraient-elles pas poussées sur le tapis? Les tiques infectées survivent bel et bien à l'hiver, se reproduisent ici au Québec et seront très actives pour se nourrir et se reproduire à nouveau aussitôt le printemps venu. J'ai la maladie de Lyme, la babésiose et la bartonellose. Je suis confrontée à la situation tous les jours. Je serais une malade chronique illégale si je me faisais soigner au Québec avec un diagnostic du protocole ILAD. Je vais régulièrement aux États-Unis, à mes frais, pour recevoir des soins, et de plus, mon médecin à la maladie de Lyme y fut piqué en 2005 dans les Laurentides. Ici, mes tests furent négatifs. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter pour vous informer et partager cette vidéo. Aussi, je tiens à remercier tous les malades de Lyme et mon entourage qui m'ont soutenu depuis le début et qui ont contribué à réaliser cette vidéo. Chacun de vous fait la différence dans la diffusion de cette information. Ce document n'est pas un avis médical. Veuillez consulter un médecin sans attendre les symptômes si vous croyez avoir ces maladies, sans oublier de visiter le site www.canlyme.org. Vous trouverez aussi des coordonnées de personnes ressources pour vous aider dans cette situation. Je vous remercie, Claudette Piché.